On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement de saison, lancement des activités 2019 pour le club de vélo Les Randonneurs du Haut-Richelieu. Mais d'abord, vous avez vu cette semaine dans les médias nationaux cette controverse à l'égard de la Fondation du Dr Julien. Ici, dans la région, on a l'Étoile, qui est le centre pédiatrique de pédiatrie sociale. Eh bien, on veut un peu expliquer le lien ou le non-lien qui existe entre la Fondation du Dr Julien et l'Étoile ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez possiblement vu ou entendu ces derniers jours dans la presse nationale une crise qui touche et qui affecte en ce moment la Fondation du Dr Julien. Vous savez que nous, ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a depuis une dizaine d'années maintenant un centre de pédiatrie sociale dont l'inspiration venait du Dr Julien. Mais il n'y a pas véritablement de lien entre les deux organismes et je pense que c'est un peu ce qu'on souhaitait faire ici. Bref, pour en discuter et comprendre davantage, le directeur général de l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, Éric Christensen. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce que l'introduction était bonne? Il n'y a pas de lien direct entre la Fondation du Dr Julien et l'Étoile? En fait, chacun des centres, il y a 39 centres de pédiatrie sociale à travers le Québec. La gouvernance de chacune de ces centres-là et la couleur que ces centres-là veulent donner à l'intérieur de leur communauté appartient à chacun des centres. Donc, nous, on est certifiés par la Fondation du Dr Julien parce qu'à la base, on utilise le cœur du modèle de la pédiatrie sociale qui vient de 30 ans d'études que Dr Julien a fait au point de vue clinique. Et cette méthode-là fonctionne très bien et ça fait 10 ans qu'on s'en sert. Donc, on est certifié par la Fondation pour avoir le droit d'utiliser ces interventions-là, cliniques-là, ce cœur du modèle-là. Mais à part de ça, au point de vue de la gouvernance, les ressources humaines, la façon qu'on gère chacun de nos centres de pédiatrie sociale, ça appartient vraiment à chacun des centres. Donc, vous avez votre propre conseil d'administration qui est indépendant. Les employés qui y travaillent comme vous n'avaient pas de lien direct avec la Fondation. Donc, les argents que vous gérez, autant les revenus que les dépenses, sont autogérés par le conseil d'administration de l'Étoile, point. Exactement. Tous les sous que nous, on ramasse à notre guignolée ici, vient à nous. Donc, même quand on entend parler de la guignolée de Dr Julien fait 1,7 million, par exemple, bien ça, c'est les centres qui sont à Montréal. Mais nous, on est autonome au niveau de notre financement. Je dois vous avouer que la Fondation du Dr Julien est fiduciaire de l'entente qu'on a présentement avec le gouvernement. Donc, on a une entente jusqu'à 2023. Donc, ces sommes-là sont versées à la Fondation du Dr Julien, qu'eux, ils déversent dans les 39 centres à travers le Québec. Et donc, on a ce lien-là avec eux. Mais sinon... Mais ça transite dans une fiducie. Oui, exactement. Oui. Bon. Peut-être pour les gens qui auraient plus ou moins suivi l'actualité, sans commenter l'histoire en tant que telle, peut-être juste expliquer le contexte de cette nouvelle-là. Parce que là, on a vu ça à la une de la presse, on l'a entendu dans des radios ou des télés nationales à Montréal. Bref, c'est quoi l'enjeu ou la crise qui touche en ce moment la Fondation du Dr Julien? En fait, la pédiatrie sociale au Québec a pris une ampleur d'une façon exponentielle. Il y a 10 ans, quand on a commencé à l'Étoile, on était le premier centre de pédiatrie sociale qui est sorti de l'île de Montréal. Ensuite, il y a eu 6 autres centres qui sont greffés en 2009. Mais depuis 2009, on est rendu aujourd'hui à 39 centres et plusieurs autres centres qui sont en attente de certification. Donc, c'est quelque chose qui a pris une ampleur que même Dr Julien et son équipe, ils n'étaient pas prêts à gérer un réseau. Parce qu'à Montréal, il y avait 2 centres, un garage à musique. Et là, c'est devenu très, très gros, très, très rapidement. Et on voulait garder la qualité de service. Donc, la Fondation a regardé toutes sortes de façons de gérer ça, des modèles de gestion un peu différents. Et l'année passée, en 2018, ils ont proposé un modèle de gestion qui n'a pas fait l'unanimité au sein de son équipe à lui. En gros, ça donnait une autonomie à chacun des centres, même ceux qui sont à Montréal, donc le garage de musique. Et là, des gens qui ont été habitués à une certaine façon de gestion depuis longtemps, il y a eu un peu... des désaccords. Un peu des désaccords là-dessus. La façon que ça a été géré, on ne le sait pas. C'est triste parce qu'on a des collègues qu'on connaît bien qui sont partis suite à ces événements.
événements-là. Mais je pense que c'était dans le but de vouloir trouver une façon saine de gérer l'ampleur de ce qui est devenu la pédiatrie sociale. Parce que de ce que j'ai compris, c'est ça, il y a eu des départs, il y a eu des démissions. Je pense que le conseil d'administration s'est vidé de quoi, de moitié ou à peu près. Oui, ils sont tombés, oui. Donc on voit que la crise a frappé donc, la gouvernance de la fondation du docteur Julien en tant que tel. Oui. Bon, une drôle de question, mais j'ai envie de poser ça. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à tirer de ça? C'est-à-dire que quand on voit une organisation... Gérer de la décroissance, c'est pas plaisant, mais gérer de la croissance, c'est un problème, mais c'est un heureux problème. Et quand on voit, exemple, la fondation du Dr Julien, puis aujourd'hui, bon, il y a 39 centres qui se sont inspirés de ces méthodes-là. Et vous-même, actuellement, à l'Étoile, vous connaissez une forme de croissance. Oui. Non, mais c'est ça, pareil. Oui. Tu sais, vous existez depuis 10 ans, mais là, vous avez des projets, puis vous avez toutes sortes de trucs. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à tirer de ça? Bien, je vais revenir à l'Étoile à ce moment-là, Oui. vu que tu en as parlé. C'est sûr que nous aussi, on est 19 employés présentement. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 4-5 employés. Oui. Le plus de monde qu'on a dans une organisation, le plus d'idées qu'on a, le plus de bagages qu'on a, et on encourage ça aussi dans l'équipe. On travaille en ce qu'on appelle la communauté de pratique. Tout le monde a une voix. Personnellement, moi, j'ai un leadership qui est un leadership partagé, donc c'est très important de consulter tout le monde. Mais ça devient que dans le genre d'emploi qu'on fait, on ne vend pas des souliers, on ne fait pas quelque chose qui est noir sur blanc. On travaille avec des émotions. J'aime les gens qui les lavent, qui vendent des souliers, là, c'est pas un commentaire. Mais on gère des émotions de gens qui vivent des situations très, très difficiles. Donc, c'est sûr que le plus de monde qu'on est, il faut prendre soin de notre équipe. On pense à la pédiatrie sociale, on prend soin d'enfants, c'est clair, mais il faut prendre soin de l'équipe. Et le plus que l'équipe devient de plus en plus nombreux, le plus il faut mettre des choses en place. Donc, nous, avec 19 personnes à l'Étoile, bien, on a un psychologue en milieu de travail qui vient nous voir aux 3 semaines, Petit Jim, Michel Grisé pour le nommer, qui vient nous donner un coup de main, qui s'assure la cohésion de l'équipe, qui s'assure que tout le monde est bien avec le travail. On a des activités comme aller jouer au volleyball le jeudi. Il faut mettre des choses en place pour que, malgré la difficulté de l'emploi de nos intervenants, parce que c'est un emploi qui est très difficile, on trouve une façon que tout le monde peut se sentir bien dans un environnement où il y a une cohésion d'équipe. Et ça, je trouve ça très, très important. Bon. Est-ce que vous craignez que cette crise médiatique là, qui entoure la fondation du Dr Julien vienne nuire à des centres comme le vôtre ou qu'il y ait une mauvaise perception, que les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe? Bien, les perceptions, on n'a pas vraiment de contrôle sur ça, mais je pense pas. Je pense qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est une institution depuis 10 ans qu'on est là. Les Joannais nous supportent d'une façon extraordinaire. Depuis que je suis ici, c'est une des choses qui me frappe le plus. Et quand on fait notre guignolée, c'est la guignolée de l'Étoile. Quand on fait les événements, c'est danser pour l'Étoile. Et les gens parlent de l'Étoile comme le centre de pédiatrie sociale en communauté à Saint-Jean. On est fiers de faire partie de la Fondation parce qu'on est fiers de ce que Dr Julien a pu établir en tant que cadre de modèle que Dr Péloquin et nos 4 autres médecins font à tous les jours. Mais le lien s'arrête à peu près là. Et donc, la gouvernance et les choses qui se sont passées dans un centre à Montréal, c'est pas un indicateur de qu'est-ce qui se passe dans tous les 39 autres centres depuis plusieurs années à travers le Québec. Là. Mais on n'est pas non plus dans une crise dont on a déjà vu dans d'autres types d'organisations où on parle là, de vol ou de corruption ou de malversation. On est vraiment dans un modèle de gouvernance où, visiblement, il y a du monde qui n'était pas content puis qui sont partis. Puis bon, là, ça impacte en ce moment ça. Le Dr Julien aussi, il est comme nous tous, il vieillit. Hein? Je ne sais pas si lui-même avait des plans de relève ou de retraite. Bon, il ne doit pas être très, très content de ce qui arrive en ce moment. Mais en même temps, l'œuvre du Dr Julien lui-même, elle est toujours là, elle est toujours vivante un peu partout au Québec. Donc, le modèle de pédiatrie sociale, visiblement, ça fonctionne. Les communautés ont acheté ça. Là. Oui, puis c'est ça qu'il faut qu'on se rappelle, parce que Dr Julien, à la base, a fait ça pour les enfants, a fait ça pour répondre à un besoin criant d'enfants vulnérables. Et c'est ça qu'on continue à faire à travers le Québec à tous les jours, et ça ne va pas changer. Au contraire, on a maintenant une alliance des centres de pédiatrie sociale au Québec qui regroupe tous les centres de pédiatrie sociaux, qui vont faire le lobbying pour les ententes gouvernementaux après 2023. Donc, on a un CA, on a un regroupement qui est prêt à aller devant parce que la pédiatrie sociale au Québec, elle est loin d'être morte. Et donc, oui, c'est pas
c'est pas amusant, qu'est-ce qui se passe présentement, mais dans tous les organismes, il y a eu des moments où on a des ajustements à faire. Là. Bon, là, actuellement, l'Étoile, 10 ans plus tard, pour que les gens comprennent un peu votre type d'organisation, qui est indépendante, Oui. comme vous l'avez dit tantôt. Donc, actuellement, les sources de financement viennent d'où? Mais présentement, la plupart des sources de financement viennent de nos événements, viennent de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils viennent des Joannec, des partenaires qui nous aident à travers, des fois ça peut être du pro bono, des fois ça peut être des partenaires qui nous aident avec toutes sortes de choses. Mais il y a une partie qui vient de la Fondation, comme que je vous ai dit. Ça représente à peu près 1/5 de notre budget global. Donc, c'est important. C'est sûr que c'est important. Mais je vous dirais qu'il y a peut-être d'autres centres à travers le Québec qui sont peut-être un peu plus fragiles, mais qui ne sont pas non plus dans leur territoire depuis 10 ans. Donc, on a eu l'opportunité de bâtir des partenariats solides et c'est vraiment eux qui tiennent l'Étoile à bout de bras ici à Saint-Jean. Parce que là, vous sortez à peine de votre événement Danser pour l'Étoile, oui. Qui a été franchement extraordinaire. Et là, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Bien, dans les prochaines semaines, on a certains petits événements qu'on fait, là, mais on a plus le spectacle d'humour qui va s'en venir au mois de juin. La date reste à confirmer. Puis on a quelque chose à l'automne aussi qui va ressembler à ce qu'on a fait avec Sucré-Salé, mais on a donné un petit twist différent cette année. Bon. Bien, Éric Christensen, merci beaucoup. Bien, merci pour l'opportunité. Bonne chance pour la suite. Puis bon, bien, les gens pourront donc clarifier ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent dans les médias nationaux à l'égard de cette crise qui touche la Fondation du Dr Julien et l'indépendance donc de notre centre ici, l'Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. Merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du lancement de la saison 2018 au club de vélo Les Randonneurs du Haut-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'envoie en l'air, mais attention, là, en Montgolfière. Oui, avec Martin Holdsworth de Montréal-Montgolfière. Écoute, ça fait 3 semaines que je cours après Robert Kraft. Es-tu où? Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous savez que dans quelques semaines à peine, cette neige qu'on a reçue cet hiver devrait fondre en principe. Il va y avoir un peu d'eau, il va être un peu salaud quelque temps, mais les amateurs de vélo probablement ont bien hâte de sortir leur appareil pour aller se balader et commencer à préparer aussi la saison, le printemps qui est à nos portes. C'est le cas de la nouvelle saison 2019 du club de vélo Les Randonneurs du Haut-Richelieu. 4 invités pour en parler. D'abord, Ludovic Morel, qui en est le président. Bonsoir. Bonjour, Eric. Accompagné de François Urtubise, qui est responsable des communications. Bonsoir. Daniel Gamarche, qui en est le vice-président. Bonsoir. De même que Serge Richer, qui est secrétaire trésorier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Ce club existe depuis combien de temps? Depuis 2003 sur papier. On avait roulé quelques années avant ça, Cintre, sur papier comme tel, avec des randonnées quasiment quotidiennes, mais depuis 2003 officiellement. Bon, et aujourd'hui, à l'aube là, de cette saison 2019, quel est le club, il représente quoi aujourd'hui? Le nombre de membres, le nombre d'activités que vous avez ou de sorties dans une année? C'est quoi l'ampleur du club aujourd'hui? En nombre de membres, on va toujours jouer entre 120, 100, 120, 150 à un maximum. Je dirais que depuis qu'on a changé entre de 25 à 50 $ pour les membres, on a eu un petit peu moins de membres, mais plus de gens même qui venaient rouler pourtant. Fait que les gens, c'est qu'ils venaient... Les gens qui avaient payé le membership, vraiment, ils voulaient être plus présents, finalement. Et non, exemple, après un mois après, finalement, peut-être que je me suis peut-être trop embarqué, puis ils sont venus une fois ou deux, ou ils ne sont pas venus des fois, puis finalement, il y a toujours le mythe qu'aussitôt qu'on dit un club de vélo, que pense que c'est de la performance.
Puis finalement, quand les gens... on pousse les gens à venir rouler justement pour enlever ça. Parce qu'après qu'ils sont venus 1 ou 2 fois, ils voient que finalement, c'est pas comme je pensais. C'est vraiment plus social, c'est vraiment plus agréable à rouler. Ouais. Il y a toujours une certaine crainte, dans le fond, de faire le pas puis de s'embarquer dans un club. Là. C'est Il y a ça. comme des mythes à traverser, tout ça. C'est ça. Au lancement, on fait vraiment, cette année qui va être le 28 mars chez Pasquier, c'est vraiment pour enlever ce mythe-là, pour que les gens posent toutes leurs questions. Quand ils vont commencer, bien là, ça va être... leur questionnement va être moins là, finalement, puis ils vont déjà embarquer. Et là, vous faites combien de sorties par année? On fait 25, 28. Plus que ça, parce Plus que qu'on ça, a des hein. sorties à tous les mercredis. On commence au mois d'avril, nos sorties. Mettons à partir du mois de mai officiellement. Là, et on a des sorties à tous les mercredis et tous les week-ends, soit le samedi ou le dimanche en alternance, dépendamment des week-ends. S'il y a des fêtes puis que c'est le dimanche, on va faire notre sortie le samedi. Et vous allez jusqu'à quelle période à l'automne? Jusqu'au mois d'octobre, les dernières sorties. Quand même. Presque le plus tard. Oui. L'an passé, on avait un calendrier de 48 et quelques sorties, donc autour de ce chiffre-là. Là, est-ce que vous êtes... Quand on est à cette période-ci de l'année, là, le mois de mars, là, je comprends qu'on a eu encore un peu de neige, là, mais ça s'achève. Là. Est-ce qu'il y a comme une fébrilité qui vous habite? oui. Ah oui. Oui, parce que là, on est dans la préparation. Fait que là, Ouais. le comité de trajet va se rencontrer pour justement élaborer les trajets, quelles sorties on va faire, qu'est-ce qu'on rajoute comme nouveauté, qu'est-ce qui a bien fonctionné. Après ça, on va avoir les comités du party de fin de saison qui va aussi se rencontrer pour... On veut prévoir notre party de fin de saison. On va chercher, on va voir nos partenaires parce que on veut s'associer avec des gens de la région justement pour, faire connaître les gens de la région, mais aussi pour nous fournir en matériel avec des commanditaires de la région, par exemple. On a des collations qui vont être fournies par certains partenaires. Fait que, tout ça, ce travail-là demande quand même du temps là, avant le commencement de la saison. Bon. Quel plaisir vous éprouvez à faire partie de ce club de vélo? Le plaisir de rouler en partant, le plaisir avec du monde qu'on côtoie, qu'on aime rouler avec eux autres. Puis un des plaisirs qu'on a aussi, c'est de partir une gang en vélo puis de revenir toute la gang ensemble, voir des paysages, découvrir des nouvelles places, en fin de compte, à pédaler. Bon. Vos trajets ressemblent à quoi en distance ou en lieu que vous visitez dans une saison? En début de saison, nos sorties de week-end sont un peu plus courtes, évidemment, que pendant la saison. Il va progressivement. D'abord, les mercredis, les sorties de mercredi, comme on a mentionné tantôt, ça roule alentour de 50 à 60 km. Là. Et puis, les sorties de week-end, bien, initialement, ça peut rouler alentour de 70, 80, 90 km. Puis, à un moment donné, on passe, on bascule, puis on fait quelques sorties dans les 100 quelques kilomètres, là, finalement. Et tout ça se fait progressivement dans le courant de la saison, de sorte qu'on se réchauffe graduellement. Et vous vous promenez où? Partout. Dans le fond, c'est vraiment aux États-Unis, Montérégie, Estrie. On fait vraiment quand même... cette année, on a le lac Memphremagog, lac Saint-Louis, qu'on veut aller. Fait que, oui, on veut diversifier le plus possible. Là, est-ce que vous partez d'ici avec votre vélo ou vous vous déplacez avec la voiture? Les deux. Et puis les deux se font? Oui, les deux se font. On essaie justement d'élaborer un calendrier qui, ça ne sera pas toujours d'ici, puis toujours d'ailleurs. Les deux sont possibles. On va alterner pour avoir un peu des deux. Là, il reste à voir si Dame Nature va être de notre côté, parce que quand il y a une randonnée qui est cancellée à cause de la pluie, bien, c'est sûr que là, il peut y avoir 2 puis 3 randonnées qui vont avoir des départs extérieurs au lieu de la boutique. Bon. Ludovic disait tantôt qu'on respecte la différence, que ce n'est pas un club de performance. Donc, pour que les gens comprennent, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si c'est un club de vélo, mais que ce n'est pas la performance qui prime, comment on respecte la différence des niveaux des gens? La première des choses, c'est que, on a des groupes de vitesse qui sont des groupes de vitesse différents. Donc, ça, on peut s'adapter. Ça part de 18 à 22 km. Et ça va aller à un groupe de vitesse de 33 et plus. Fait que là-dedans, il y a 4 groupes de vitesse. Fait que je pense que tout le monde puisse y trouver son compte. Ça, c'est une première des choses. L'autre chose aussi, c'est le fait qu'on ait des poursuites avec nous pour les week-ends. On a une équipe de poursuite. Ce qui fait que ça rassure les gens. Si jamais il arrive un pépin, bien, il y a quelqu'un qui peut t'embarquer. On va fournir les collations aussi, donc c'est social.
On va prendre une pause durant le trajet, que ce soit 70-80 km. Et quand on dit une équipe de poursuite, ça veut dire qu'il y a un véhicule qui vous Il y a un véhicule suit? qui nous suit. Ouais. Et ça, c'est fait bénévole par nos membres. Pour Donc, les urgences, les réparations, oui, tout à fait. peu Tout à importe. fait. Là. Fait qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire dans le groupe pour offrir son aide pour cette journée-là. Et ça implique juste d'avoir une voiture, puis de pouvoir aider si jamais quelqu'un avait un pépin puis qui n'est plus capable de rouler ou une crevaison. Bon. Daniel, sur quel type de route vous vous promenez? Est-ce que ce sont des routes balisées ou des routes avec accotement? Ou comment on arrive à gérer une forme de sécurité dans les pelotons qui circulent sur les routes? OK. Toutes nos randonnées se font sur les chemins de campagne. C'est sûr que quand on quitte Saint-Jean, il faut passer dans les chemins de la ville. Nous, notre club, on roule tout en file indienne. C'est la façon qu'on est le plus sécure et c'est, de par la loi, c'est la façon dont qu'on doit rouler. Puis on essaie de garder des pelotons qui sont quand même pas trop grands ni trop petits. Fait qu'on a à peu près de 5 à 8 personnes par peloton. Quand c'est le temps de se relayer, mais c'est ça qui est sécuritaire, c'est des petits pelotons et on a le temps d'aller en arrière, de remonter. Puis on essaie d'être habillés visiblement pour que les automobilistes nous voient. Lumière arrière rouge, lumière avant blanche obligatoire, comme ça on est visible. Ils se comportent comment, les automobilistes, avec vous? Ah, de mieux en mieux. Hein. Depuis l'introduction de la loi, ça fait déjà 3 ans, là, où on demande de respecter une distance minimale entre les cyclistes et les voitures. Les gens commencent à l'intégrer? Ah, vraiment. On a vu vraiment une différence à partir de ce moment-là. Et d'année en année, bien, on s'aperçoit que la conduite est différente. Les gens nous évitent vraiment d'une façon marquée. Là. Souvent, c'est pas rare de voir une voiture qui va carrément prendre la voie de gauche, là, finalement, pour nous éviter, finalement, puis de faire en sorte que ça soit sécure. Alors, il y a vraiment un changement d'attitude qu'on a pu remarquer au cours des dernières années. Puis soi-même, en tant que conducteur, lorsqu'on fait du vélo, c'est sûr qu'on adopte un comportement vraiment différent, puis c'est tout naturel, là, finalement. Bon, on disait d'entrée de jeu entre 125 et 150 membres. Quelle est la répartition homme-femme ou la répartition de 18 à je ne sais pas trop quel âge, là, mais ça ressemble à quoi le profil là, du participant chez vous? Je vous dirais que ça va être dans l'âge 35 à 65, mais beaucoup à 35 à 45. OK. Majoritairement? Ouais. Majoritairement, là, ça va être dans ces âges-là, puis les gens ont un peu plus de temps aussi. Ouais. Mais c'est surtout aussi dans les groupes de vitesse, c'est pas l'âge, mais bien le temps qu'ils ont à mettre sur leur sport pour vraiment le développer. Quelqu'un qui commande à 18-22, il peut être dans le 23-27 assez rapidement, même s'il est âgé de 50 ans. Là. Bon. Et la répartition homme-femme? Homme-femme? Moitié-moitié? Moi, je dirais que c'est moitié-moitié. Ouais. On a des belles réussites de couple dans notre club, qui est toujours... Il y a quelques mariages et quelques... C'est toujours agréable. Bon. Est-ce qu'il y en a qui font toutes les sorties ou il y en a qui en choisissent une ou 2 semaines ou deux, je ne sais pas. Ça ressemble à quoi le taux de participation aux activités? On fait beaucoup de diversité. Puis ça, c'est vraiment unique chez nous, hein, de dire le club de vélo qui va avoir dans Montérégie puis au Québec, avoir des équipes de poursuite avec des collations à chaque fin de semaine. Ça va vraiment apporter un côté chaleureux et social que les gens vont embarquer. Puis, ça va donner des diversités avec les randonnées qui vont être les mercredis gourmands, des randonnées qu'on va avoir à une fromagerie ou pour amener les gens de différents milieux à venir rouler avec nous et puis dire que, bien, écoute, ça se fait bien, moi, je suis capable de rouler avec eux. Bon, et tout ça pour 50 par année? 50 par année. Est-ce qu'il y a d'autres frais en cours d'année? Ou même moins, parce que dans le fond, c'est 50 par année pour après être membre. Mais si quelqu'un qui veut faire bénévole pour une randonnée, pour une équipe de poursuite, on leur donne une carte de gaz de 25 Et grâce à nos partenaires, on essaie d'avoir vraiment l'équipe pour les comités médias puis tout ce qui est commanditaire. On a fait un bon travail pour dire que chaque membre peut quasiment aller chercher son 50 parce que, exemple, pour une randonnée qui, après la randonnée, on aurait un souper ou un lunch fourni,
normalement aurait coûté 25-35 $ par membre. Le club paye un 15 ou un 10 finalement à chaque membre. Fait qu'après 5-6 sorties, finalement, si les gens font toutes les randonnées qui sont thématiques, ils vont chercher leurs 50 $. Bon. Donc là, la première sortie, c'est quoi? Quelque part mi-avril? Oui, la première, on va dire, c'est la première semaine du mois de mai officielle, parce que la première, c'est pour les vétérans. On sait qu'il fait un peu plus froid, donc ceux qui n'ont jamais roulé sont un peu frileux à savoir, je vais-tu réussir? Fait que la première officielle est au mois de mai pour la dernière d'avril, je dirais, là, officiellement. Tantôt, on parlait de sécurité. Parlons de l'état des routes, parce que là, ça va être un peu le festival des nids de poules dans les prochaines semaines, mais en temps normal, l'état des routes ressemble à quoi, Daniel? Moins pire qu'en ville, bien, je dirais que c'est correct pour rouler en vélo. C'est certain que la première personne qui est en avant, c'est un peu lui qui trace le chemin qu'on prend. Oui, il y a des nids de poules. Oui, il y a des accotements qui sont pas beaux. Oui, il y a des accotements qui sont non rénovés quand ils refont les routes. Mais je pense qu'on vit avec. C'est la réalité. Puis on fait attention d'aller choisir des trajets, justement, où on sait que les routes sont plus belles. On n'ira pas passer sur un chemin qu'on sait qui est plus achalandé. Est-ce que vous êtes tous les quatre dans la catégorie du 33 km/h et plus? Non. Non? Non, mais c'est un choix en ce qui me concerne. Oui, c'est pas c'est un sport en soi. Il n'y a pas d'obligation de performance, on l'a dit tantôt, mais il y a aussi le souci de se dépasser, finalement. Et puis moi, bien, je trouve mon compte là, dans les 28-32, je roule avec ce groupe-là. Occasionnellement, je vais faire une incursion avec ces gens-là, ces deux-là ici, sont dans le 33. Qui roulent 33 et plus, là, les machines sont là. Puis Ludovic, lui, il se promène dans 4 groupes? 23, 27, 28, 32. J'aime mieux. Ça va occasionnellement, ils vont me rincer dans le 33, là. Mais ça va arriver que c'est pas le même sport. Hein? Quand on est dans le 28-32, on peut plus parler un peu. 23-27, on parle encore plus. 33, ils ne veulent pas t'entendre. On parle aussi. Ben, vous quatre, merci beaucoup et bonne saison. Merci beaucoup. Merci, Éric. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petite activité à faire en fin de semaine au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Zoo des reptiles. Donc, allez faire un tour. Vous avez les informations à l'écran. Chaque semaine, des extraits des travaux du conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Notre prochain rendez-vous à nous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.